Donc on est ici dans l'atelier extérieur. Donc il avait deux ateliers, un atelier qui était dans la maison et un atelier, on va dire un atelier d'été, puisque c'est un bâtiment qui est non chauffé. Donc c'est ici qu'il faisait les pièces un petit peu monumentales. C'est ici aussi qu'il faisait toutes les pièces en plâtre. C'est là qu'ont été conçues toutes les dernières séries de bronze. Donc ici on a à la fois les bronzes qui sont en cire perdue et les bronzes qui sont moulés. C'est donc ici qu'on a toute la série de pièces de tête et ici toutes les barques qui ont été moulées. Derrière, ici on a vu tout à l'heure, il y a tous les moules des fondeurs qui se trouvent ici. On a vu le moule du mineur. Et ensuite c'est ici qu'il a fait toutes ces grandes séries de plâtre. Il travaillait un petit peu avec un peu tout ce qu'il trouvait, tout ce qu'il pouvait aussi recycler. C'était un sculpteur du recyclage. Il travaillait avec des bouts de roches, de feuilles qui moulaient aussi. Et donc si tu regardes un petit peu comment sont faits un petit peu les sculptures, il y a plein de choses. Il y a des feuilles, des bouts de roches qu'il assemblait, qui mettaient des bouts de bois, des bouts de tubes, tout ça. Et tout ça, il mettait tout ça en forme et ça donnait, il assemblait ça pour faire des barques, pour faire des bustes, pour faire des ensembles comme ça qui font ces ensembles monumentaux. Donc là, on est sur une des sculptures emblématiques que j'aime beaucoup, parce que c'est une sculpture qui touche intimement ma famille. C'est une sculpture qui évoque la charcuterie familiale, dont il fait beaucoup mention dans le catalogue de l'exposition. C'est une chose qui a beaucoup influencé de mon père, puisque c'est un des éléments fondateurs de son œuvre. Ici on retrouve de façon très nette donc l'expression de la carcasse qui est portée par peut-être mon grand-père sur une barque, le numéro 19 qui est en fait le numéro de la maison familiale et de la charcuterie parisienne du Puy-en-Velay, qui était la charcuterie de mes grands-parents. Et donc c'est une sculpture qui en plus est, je trouve très belle, qui est très importante dans l'œuvre de mon père. Donc ici on est dans l'atelier d'hiver. Donc c'est ici qu'il préparait le travail qui devait être fait en été. C'est ici aussi qu'il faisait un peu toutes les petites pièces, les petites cires perdues qu'on a vues en bas. C'est ici aussi qu'il dessinait beaucoup. C'est ici il a fait aussi toute cette série de petites pièces qu'on voit ici, là, les terres. Il faisait toutes ces maquettes. Moi j'aime bien cette pièce parce qu'il y a une très belle lumière. C'est la pièce la plus haute de la maison, donc c'est là où il y a le plus de soleil. Il aimait beaucoup être ici. Et nous d'ailleurs on l'a récupéré comme salle de maquette. C'est surtout mon fils qui s'en sert, puisqu'il était étudiant et maintenant il est architecte et il fait encore beaucoup de maquettes. Et
il y a encore plein d'outils dont il se servait, de machines à découper, de choses comme ça, dont il se servait pour lui faire ses maquettes et ses préparations. Et nous, on s'en sert encore beaucoup. Et moi, je trouve que c'est une pièce qui est pleine de souvenirs, pleine de choses. On l'a laissé un petit peu en état. Il y a encore des vieilles affiches. Là, on parlait de Boccioni. Là, il y a une affiche de très vieille exposition des années 80 de Boccioni. Il y a une très vieille affiche de Fernand Léger. Là, et c'est ici aussi qu'il y a beaucoup de vieilles toiles. Il y a encore toute sa correspondance là, qu'on a vue tout à l'heure. C'est une pièce où il y a beaucoup de lui-même. Alors moi j'ai connu donc Combi sur le premier semestre de l'année 1974-1975. J'étais en licence en arts plastiques à Aix et il donnait des cours de dessin pour la licence dans un atelier des Beaux-Arts d'Aix. Alors, en quoi il m'a vraiment marqué, je pense que ce qui était fondamental pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui m'a appris à dessiner avec un stylo bille noir, un bic noir. Et moi, j'aimais beaucoup de dessins et je dessinais au crayon gris. Et quand on dessine au crayon gris, on n'a jamais de noir. Et le stylo bille, ça permet d'avoir un noir profond et tout un dégradé de gris. Et ça a été pour moi une découverte extraordinaire. Parce que selon la pression qu'on a sur le papier, selon la manière dont on tient le stylo, on obtient des effets. Voilà. Donc j'ai découvert ça grâce à Combi, que je n'ai connu que comme dessinateur. Et pendant ces cours de dessin, on était une bande de jeunes qui ne travaillaient pas beaucoup. Et un jour, Combi a fait une grosse colère. Et il nous dit vous êtes tous des feignants, des bons rien, vous n'en foutez pas une, il y en a marre. Et c'est pas la peine de vous promener avec des grands cartons à dessin et des feuilles blanches. Enfin, c'était vraiment une grosse colère. Et il prend un carton à dessin sur les grandes tables d'atelier, il l'ouvre, c'était le mien, et il tombe sur le dessin que je venais de faire juste avant. Je pense que c'était juste avant, pendant les vacances de Noël, chez mes parents au Pradé, où j'avais mis mes chaussures sur la table de la cuisine, sur un papier journal, j'avais dessiné. Et il me dit c'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait ça? Et il était en colère, hein. Et dans ce c'est toi qui as fait ça, j'ai compris qu'il y avait une reconnaissance de mon boulot et pour moi ça a été fondamental. Et il a conclu en disant la prochaine fois tu prends un meilleur papier. Oui. Comme on disait à l'époque, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire une grimace. Combi, moi je me rappelle, donc je l'ai connu aux Beaux-Arts de 80 à 85, quand j'ai passé mon diplôme national. Et c'est vrai que Combi, c'était un prof à qui, comme on dit, on ne la faisait pas. Je crois qu'il détestait quelque chose par-dessus tout, c'était la fumisterie. Il fallait absolument que les gens ils revendiquent ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient. Et c'est vrai que quand on avait pas été très bon, on savait qu'on n'avait pas assez bossé et tout, il fallait surtout pas essayer de faire croire à Combi, de lui sortir une espèce de fumeux discours Beaux-Arts 2. Je crois que il détestait ça. C'était quelqu'un moi j'ai le souvenir quand même de quelqu'un de très entier, qui était très exigeant pour lui-même déjà. Je pense que c'était avant tout ça qu'on pouvait noter quand on rencontrait Combi, et qui était exigeant pour les autres. Et ça, c'est vrai que moi je me rappelle en particulier une première rencontre à l'époque, donc mon père était peintre sculpteur, donc classique, il a fait les Beaux-Arts de Paris dans les années 20, et donc mon père avait une très grande exigence du métier de sculpteur. Et je me rappelle d'une rencontre entre mon père et Combi aux Beaux-Arts à Toulon, en première année, donc je pense que c'était important pour moi de montrer à mon père que les profs que j'avais, c'était des gens qui tenaient la route. Et je me rappelle ils ont eu une espèce d'entretien assez bref, et on sentait que même tout en étant dans des directions complètement différentes au niveau esthétique, au niveau du discours, au niveau de la démarche, il y avait une espèce de reconnaissance mutuelle
une sorte d'adoubement, voilà, qui faisait que quelque part Combi, à partir de ce moment-là, ça a été un de mes papas, si je peux dire. Quand j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts, Combi vient me dire, il me dit bon voilà, on s'est toujours vous voyez parce que moi j'ai jamais voulu être copain avec les élèves, parce que je suis pas là pour être copain avec les élèves, je suis là parce que j'ai une mission par rapport à eux, j'ai quelque chose à transmettre et je peux pas me permettre d'être copain. Il dit mais maintenant je peux te tutoyer parce que tu es artiste, tu n'es plus étudiant, tu es artiste. Et il me dit moi, pour moi ce qui est très important de savoir en ce qui te concerne, c'est que indépendamment de ce que tu feras, que tu seras artiste ou pas artiste, il dit je sais que tu seras toujours dans la création. Je reconnais un petit peu le portrait de Combi dans vos deux impressions. Moi je pense que j'ai rencontré Combi aussi qui pouvait se mettre en colère effectivement et qui était très exigeant. Et je connaissais aussi ce Combi qui encourageait des gens parce qu'il pensait que chacun qui se présentait dans l'atelier avait un potentiel et ce potentiel on pouvait le développer. Et donc là, effectivement, on pouvait être doué, on pouvait être moyen, mais à partir du moment où on venait avec ses idées et on essayait de les exprimer, il était là. Donc quelqu'un d'extrêmement intègre. Et donc moi je l'ai connu notamment en sculpture. Et je me souviens qu'aux Beaux-Arts, j'avais découvert le fil de fer. Et puis il a dit, ah mais là, vous pouvez faire des choses extraordinaires avec ces fils de fer, rien qu'en le tordant et tout ça. Donc il faisait des gestes. Et moi j'ai vu ces gestes et je me suis dit, bon, je vais essayer. Et donc j'ai pris des très gros fils de fer. Et évidemment, le fil de fer, ça résiste aussi. Donc il faut le couper, il faut le plier d'une certaine façon, mais ça ne tient pas. Donc il fallait faire aussi de la soudure, de la brasure. Et donc j'arrivais avec ma bouteille de gaz et mon chalumeau, et je crois que ça m'avait complètement séduit, parce qu'il venait toujours me voir comment mes sculptures évoluaient fil après fil. Hein. Et puis après, quand j'ai donc eu sous ma responsabilité plus tard une fonderie à cire perdue, donc où on fondait le bronze, Combi était un des premiers clients, et il était là, et il assistait à partir de la fonte jusqu'au décochage où on cassait donc les moules et où il pouvait voir la forme qu'il avait livrée en cire et que j'avais donc moulée ensuite. Et donc il était toujours là comme quelqu'un de très enthousiaste, de très direct, de très honnête aussi. Il ne supportait pas l'hypocrisie. Oui, ça c'est vrai. Et, je l'ai vu parfois déçu par des gens parce qu'il avait investi, peut-être émotionnellement aussi, dans ces personnes, hein, dans leur qualité, mais aussi dans leur façon d'être. Et puis quand on le décevait, c'était compliqué pour lui à avaler. Moi, je voyage beaucoup, surtout en Espagne et en Italie. Et quand j'ai vu les Romains, entre autres, je me suis dit, ces cochons-là, enfin, c'est sacrément fort et costaud. Et je me suis dit, c'est bien beau. Je faisais à l'époque les laitons, la série des grands laitons. Je me suis dit, je ne touche pas du tout à l'humain, aux têtes, à l'homme, à la femme. Je ne touche pas. Et pourquoi? Parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas le faire. Et pourtant, Dieu sait si aux Beaux-Arts j'ai fait des nus, que j'ai étudié ça, mais je l'avais, ou plutôt exactement le contexte culturel, le style d'exposition demandé, faisait que dès qu'on présentait ça, on était refusé. Bon, donc je me suis dit, je vais le faire, me battre avec et le faire. Et ça a été fait. Celui-là, je l'ai fait fondre, là, celui qui est noirci. Là, c'est un portrait de fondateur du théâtre de l'Olive à Brignoles. Il est en place. Et ça, c'est deux gros... Et ça, c'est deux grandes têtes, dont une qui est celle-là, qui est très romaine, pour ne pas dire près de Michel-Ange. Enfin, je veux dire, j'ai regardé beaucoup
la façon dont ces gens-là travaillaient le marbre, et je reconnais l'influence romaine. C'est d'ailleurs, je l'ai fait sans modèle, et il y a un membre de la famille qui est venu, il m'a dit, mais c'est ton frère. Et c'est vrai qu'il y a un air de famille très prononcé, ce qui veut dire que même sans modèle, on refait les mémoires des visions qu'on a de ses proches. C'est la déesse Athéna et ses défenseurs. Le cobra, le chien-loup et l'aigle, avec des portraits moulés d'étudiants des Beaux-Arts. Et la crinière, super abordante. Moi, j'adore à la fois la rigueur et l'abondance, parce que vous allez voir des choses très rigoureuses qui sont décalées dans le temps, puisque avant cette période, c'est ceux que je voulais laisser au puits, il y a une période géométrique intense, où vraiment là, j'aurais pu faire ça toute ma vie. Il y avait une demande, il y avait du marché, mais au bout de 4 ans, je me suis dit, ça y est, je suis parti pour vendre que de la géométrie. Être bloqué dans ce système, enfin, on le connaît, tous les artistes fonctionnent comme ça, au point que certains, comme Pincemin, comme de très bons artistes, ont une production pour le marché. On reconnaît les Pincemin toujours au même style, et ils ont parallèlement des tas de cahiers de dessin, de paysages, de scènes de famille, de trucs, qui sont des trucs personnels. Et on le sait dans la profession, ils ne s'en cachent pas. De temps en temps, ils osent en montrer en galerie, mais très rarement, parce que ça casserait l'autre marché. Si le public ne se reconnaît pas en disant « Ah, ça c'est un Viala, les haricots de Viala, ça Viala, je connais, ça marche. » Si Viala se met à peindre un arbre, ça ne va plus. Donc c'est ça la fausseté du marché. Et alors quand on ne dépend pas, bon financièrement, je vis bien, quand on ne dépend pas du marché, on peut se permettre de tous les 10 ans, tous les 8 ans, de charger, d'explorer un autre univers. C'est ce que j'ai fait. Là, je n'ai pas à en faire 4 autres, c'est fait, c'est fait. Les fers blancs, forcément, ça va s'arrêter. Là, je continue les bronzes. Je ne ferai plus de pierre parce que j'ai plus le souffle pour le faire. Et puis j'ai le poumon sacrément engorgé pour ça. Mais c'est un peu par, tous les 7-8 ans que je me remets en question progressivement. Pendant que je fais ça, je me dis, mais je fais des petits croquis, je dessine toujours. Donc l'un amène l'autre petit à petit, progressivement. Et c'est pour ça que là, c'est ceci. Ça, c'était le début des fers blancs, avec la toiture de zinc qu'on avait enlevée. Donc je l'ai découpé, j'ai dit, mais on peut travailler avec du zinc. Et c'est de là que c'est parti, de cette pièce qui est là et qui a emmené petit à petit le reste.